Joel Embiid avait rendez-vous au TD Garden, une forteresse imprenable que le géant camerounais a quelque peu secoué. Daniel Theis s'en souvient encore. Doncic, lui, s'est expatrié du côté du Mexique pour une bataille avec des Pistons en pleine renaissance. Melo de retour sur la terre de ses premiers amours chez les Nuggets sans mal de victoire. Et enfin, rien ne va plus chez les Cavs qui, eux, étaient chez Coach Pop. 4 matchs hier soir et du très très lourd. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ils ont des choses à régler, mais on va quand même faire une émission. On est ravis de vous accueillir en direct comme tous les jours. C'est vendredi et on est en bonne compagnie. Il y avait 4 matchs au programme la nuit dernière et c'est avec Xavier Botion et Chris Singleton que nous allons revenir dessus. Bonjour messieurs. Salut. Hello everybody, hello boss. J'ai vu par la photo que tu m'as montré, je sais ce que vous mangez ce midi, c'est du poisson. Merci. C'est tout à fait ça. Si, ça va être infernal, hein. C'est vendredi, ils sont déchaînés. On va revenir sur les 4 matchs de la nuit dernière, mais on va aussi s'arrêter un petit peu plus longuement sur la saison des Celtics avec un sujet signé Peter Anderson sur le très bon début de saison de Boston qui avait connu, vous le savez, l'année dernière, quelques mésaventures. Mais avant cela, messieurs, intéressons-nous justement aux Celtics. Ah non, pas tout de suite. Les Celtics qui étaient opposés aux Sixers. Quand tu te fais pourrir dans l'oreillette, ça. Je comprends pas. On va faire un Celtics. Non, perturbé là avec le repas de midi. Pas possible. Vas-y. C'est vrai que c'est On va revenir sur l'information de la nuit qui est tombée sur nos réseaux. David Stern est hospitalisé d'urgence. En effet, c'est moins drôle. Le commissionnaire émérite a été victime d'une hémorragie cérébrale soudaine, plus tôt dans la journée, qui a nécessité une opération d'urgence. Nos pensées et nos prières accompagnent David et sa famille. Voici le communiqué établi par la NBA. Donc cette nuit, David Stern, vous le savez, était commissionneur de la NBA pendant 30 ans. Il a laissé la main à Adam Silver en 2014. Et bien sûr, on le sait tous, sans David Stern, la NBA ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, Xavier. Ah bah oui, parce que c'est vraiment lui qui a fait passer la Ligue dans une autre dimension, très très bien suivi d'ailleurs par Adam Silver. Si la NBA en est là aujourd'hui, oui, c'est à 95% grâce à David Stern, qui a été très bon. Il y a eu aussi les lockouts, etc., mais ils s'en est plutôt bien sortis à l'arrivée. Et pour avoir eu plusieurs fois l'occasion de parler avec lui, c'est quelqu'un qui est très ouvert, qui comprend très bien les choses, qui est extrêmement intelligent, qui était un très grand dirigeant de la NBA. Et bon, j'espère que ça va s'arranger. 77 ans, je crois, il continue à bosser. Hein. Il a toujours ses bureaux sur la 5e avenue. Il est commissionnaire émérite, donc... Hall of Fame, en hommage, Hall of Fame, David Stern, qui, on peut le rappeler, a permis à la NBA d'être une véritable marque, qui a permis aux joueurs NBA d'aller participer aux Jeux Olympiques pour mondialiser un petit peu tout ça, qui a exporté la NBA dans d'autres pays. Il y a des matchs maintenant à Mexico, il y aura un match à Paris, c'est arrivé sous Adam Silver, mais c'est quand même quelqu'un qui a ouvert cette ligue au monde entier. Oui, ce que j'allais dire, tout ce qui fait Adam Silver, c'est une continuation à ce que David Stern a mis en place. Il avait une vision très grande d'amener le basket en Europe, mais pas à n'importe quel moment. Il attendait le bon moment. Et puis au niveau de marketing, il a fait énormément de choses. On s'intéresse donc maintenant au choc de la nuit dernière. Un match extrêmement attendu entre les Sixers et les Celtics. Ça se passait au TD Garden. Les Celtics ne se sont pas encore inclinés cette saison sur le parquet. Et c'était tout simplement le 3e contre le 4e. Exactement, c'est un vrai gros choc dans la conférence Est. C'est vrai que si les Sixers sont attendus à l'arrivée, ce sont les Celtics qui sont devant, ils ont un meilleur bilan. Ils avaient un meilleur bilan et jusque-là, en tout cas, plus surprenant, on va dire. Là, c'est une belle victoire à aller chercher pour les Sixers, au moins pour faire un statement, parce qu'on sait que les Sixers, à domicile, tout va bien, à l'extérieur, il y a un gros souci. Donc là-bas, il faut faire un truc, pas loin. Des Celtics qui se sont vite trouvés avec l'arrivée de Kemba Walker et des Sixers qui ont eu un peu plus de temps. On va dire que ça va mieux. Kemba Walker a mis très longtemps à trouver ses marques parce qu'à Charlotte, c'était le joueur qui avait le ballon en main tout le temps. Le basket des Celtics, c'est plus un basket collectif où il y a du partage du ballon, très peu de dribbles. Mais on a vu récemment, il a trouvé le bon équilibre entre gestion et scorer. Joel Embiid, lui, fait face aux critiques en ce moment, et notamment de la part de Shaquille O'Neal et de Charles Barkley, qui lui disent qu'il ne s'impose pas assez, qu'il pourrait être meilleur, qu'il doit être plus agressif. Joel Embiid s'est exprimé juste avant le match sur ces critiques. Maybe they're right, but I do think they're right. I think I need to, be more aggressive.
just look to impose myself, just look to dominate. I think the whole season I haven't done that, and then you can see the ways affected my efficiency and my stats. So, I guess I need to go back to having fun and just dominate. And but I get what they're saying, and I think they're right, and I got to make a change. Le match donc face aux Celtics, c'était une bonne occasion de montrer ce dont il était capable pour Joel Embiid. Pas de Al Horford du côté des Sixers hier soir. Non, et c'est vrai que si Joel Embiid n'est pas encore au top, il y a aussi le fait de pouvoir... Grande discussion. Hein. Ouais. Ah oui, bien sûr, de devoir incorporer les autres joueurs. Donc il y a des interrogations autour de Joel Embiid. Autant dire qu'il n'y en a plus beaucoup après le match absolument énorme qu'il a fait hier soir. On le voit absolument partout, au point, à la passe. Et puis on le verra un petit peu plus tard au contre également. Mais dans ce match, les Celtics prennent le meilleur départ au TD Garden grâce à Kemba Walker. Hop là, double faute ici. C'est Daniel Theis le faute, je crois. Voilà. Et ça se passe bien pour les Celtics. Mais bon, ça ce sont des highlights. Mais attention parce que les Sixers n'ont jamais été très loin dans cette rencontre. Il n'y a jamais eu un gros écart. Là, par contre, c'est physiquement qu'il s'impose Joel Embiid. C'est-à-dire, il tape là où ça fait mal en face. Ouf. Et ça fait très très mal. Oui. Et oui, il n'y a pas ce qu'il faut en face pour empêcher Joel Embiid de faire un match énorme. La preuve ici, Daniel Theis est complètement dépassé par Joel Embiid. Kemba, on va le retrouver. Kemba Walker, pardon, c'était les stats. Mais on va le retrouver un petit peu plus tard ici. Ça rentre pour Enes Kanter. Les Celtics vont bien, sont contents, ils courent apparemment. En tout cas, ils font semblant. Ils sont sur place. Hein. Bon, pourquoi pas. Et en tout cas, ça se bagarre bien. C'est un vrai gros match dans la conférence Est. On voit une très très belle intensité. Les Sixers qui avaient repris les commandes, mais avec Enes Kanter, il recolle au score. À 3 points, Joel Embiid. Ça, c'est un truc, par exemple, Shaquille O'Neal, il l'a jamais fait. Ah bah oui. Hein? Non, mais des fois, il force un peu à 3 points, Joel Embiid. Ça peut lui arriver, mais effectivement, celui-là, il était très bon, il fallait le prendre. Kemba Walker, donc de retour ici, mais c'est bien suivi par Kanter encore une fois. Gordon Hayward, on a un match qui devient complètement fou. On rentre dans la dernière minute avec 2 possessions d'écart à l'avantage des Sixers. Terminé, il n'y a plus qu'une possession d'écart, 26 secondes à jouer. Ensuite, il y a le jeu des fautes. Hop là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Flop. Non. Si. Plaquage. Quand même, t'es dur. Quand même, ouais. C'est un flop. Bon, à l'arrivée, il y a 4 points d'avance pour les Sixers parce qu'évidemment, c'est une faute qui a été sifflée. Et ce compte absolument monumental. Ça, à l'arrivée, c'est l'image du match, c'est l'image de la journée un petit peu de Joel Embiid. Après avoir répondu aux critiques, bon, celui-là, il était quand même un peu propre. 38 points, 13 rebonds, 6 passes et ce fameux contre pour Joel Embiid. La victoire 115-109 face à des Celtics qui ne sont donc plus invaincus à domicile, mais gros match en tout cas de Joel Embiid, bien aidé aussi par Tobias Harris. Il a été là. Max Scott qui s'est montré comme ça peut lui arriver parfois. Il y a Ben Simmons. Petit match. Ouais, petit match offensif, mais au moins bon voilà, il a les passes, il a le rebond. Enfin bon, c'est assez complet, mais grosse victoire des Sixers. 14 sur 28 pour les Sixers à 3 points hier soir. 2 ballons perdus seulement pour Joel Embiid. Chris qui nous a offert l'image de la soirée, comme l'a dit Xavier, avec ce contre sur Daniel Theis qui illustre un peu tout ce qu'il a fait hier soir. Ouais, de toute façon, on a vu beaucoup plus actif. On a vu très motivé. Certes, la critique, des fois, ça mène à ça. Par contre, que Shaquille O'Neal lui dit qu'il devrait faire plus. Je me souviens que Kobe Bryant l'a traité, Shaquille O'Neal, de gros feignant quand même. Hein. Donc, faut bien prendre ça. C'est peut-être pas au niveau du travail qu'il l'a critiqué, mais au niveau de Joel sa manière Embiid est tellement un joueur dominant quand il le veut. C'est probablement un des joueurs de l'NBA le plus difficile à défendre. Parce qu'il peut sortir extérieur, il peut driver face au cercle, il peut jouer dos au cercle. Et on a vu défensivement, c'est tout simplement énorme. Et un bon passeur en plus. Donc c'est vrai, quand il a des petits stats, 20 points de moyenne, machin, on peut se dire que oui, peut-être il peut faire plus. L'Amérique est toujours bien faite, vous savez, ils font les choses toujours très très bien en Amérique. Évidemment, Joel Embiid a discuté avec Charles Barkley et Shaquille O'Neal après donc sa très belle performance face aux Celtics. You got a chance of being the best player in the world. We don't say that about a couple of players. And you were terrific tonight. And just, hey, keep it going, man. Keep it going. I appreciate you. I've really listened to what you said and Shaq, and I'm gonna keep working, and I'm definitely gonna use that and try to get better every single night and bring it every single night. Thank you. Joel, this is me, Shaq. Forget being a basketball player that's played, whatever.
as a fan, that was fun to watch. Charles just said he doesn't expect you to get 38 every night. I do. I've seen it before. I got you. You can do it. You have it in you. And, you know, you have to get to the point in your career where you look at people and be like, oh, tomorrow we play Minnesota, I'm getting 40. And challenge yourself to that. You could do this, what you did tonight, do it every night. Très bonne référence à Minnesota. On va revenir juste sur Joel Embiid, bien sûr. On voulait vous montrer également cette phrase de Brett Brown, puisqu'il a été beaucoup question de Joel Embiid hier soir, le coach des Sixers, qui pense qu'il a bien géré les critiques. Comme un adulte, avec humilité, il a répondu en beauté, il était dominant. Et c'était l'un des meilleurs matchs de sa carrière. Xavier, on est d'accord avec ça? C'est un match de saison régulière. Son meilleur match en carrière, il doit venir en playoffs. Et c'est justement là où on l'attend. On l'attend au niveau au-dessus, Joel Embiid. Ils ont raison dans leur manière de critiquer un petit peu Joel Embiid. C'est pas la qualité du joueur qui est en cause. Clairement pas. Je pense qu'il y a des problèmes aussi pour se motiver parfois. C'est la saison régulière, c'est assez normal. Mais là où Embiid doit progresser, c'est sur la fin de saison. C'est pas sur ce qu'il doit faire en ce moment en saison régulière. Il a planté 40 contre les Timberwolves. Franchement, je m'en fous. Et 40 régulièrement, il est capable de ça? Je vois pas. Non, enfin, je pense qu'il pas 40. Il faut pas. Non, abuser. Mais pas loin entre 35 et 40. Mais non, s'il y a du monde autour, est-ce que c'est vraiment l'intérêt des Sixers d'avoir un Joel Embiid à 40 points si c'est pour gagner moins de matchs? Est-ce que c'est pas l'intérêt des Sixers d'avoir un Joel Embiid plus agressif et qui prend peut-être un peu moins de tirs extérieurs et qui se concentre plus sur le basket et moins sur ce qui se passe autour? Oui, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'NBA, c'est pas porté vers les portes 5 qui marquent beaucoup de points. C'est tout, c'est les James Harden, c'est les Lillard, eux, ils ont le ballon en main, eux, ils produisent des points. Joel Embiid, le seul critique qu'on peut avoir sur lui, c'est que des fois, on a l'impression qu'il fait des soirées off. Et quand tu le vois manger un double cheese sur le banc avant un match, tu dis, le garçon, il a peut-être besoin d'être un peu plus pro. Elles sont peut-être là, les critiques, finalement, dans le comportement, dans sa communication, dans sa manière de l'ouvrir en permanence. Je pense que c'est ça son problème. Oui, c'est parfois des problèmes de motivation, c'est parfois... Oui, je peux le comprendre. Hein. C'est une critique qui peut quelque part se comprendre. Il y a tellement de monde autour de lui en plus que, ce soir, on joue, je sais pas, Cleveland. Justement, on va reprendre Minnesota ou Cleveland. Oui, Fayana, ils ont du mal contre Cleveland. Ce soir, on va plus donner le ballon. Puis après, c'est peut-être des choix de coach aussi pour intégrer justement ces nouveaux. Il y en a un qui arrive toujours pas, c'est à leur forme. Hier soir, il n'a pas joué, on va pas lui taper dessus. Mais pour l'instant, les Sixers ne marchent pas très bien non plus parce que justement, ça clique pas encore totalement entre tout le monde. Et comme de par hasard, Horford n'est pas là et les Sixers sont bons. C'est pas forcément un hasard, c'est parce qu'en ce moment, ils n'arrivent pas à jouer également avec Tobias Harris. Puis, la plupart de la soirée, il a attaqué Kanter quand même. Il est connu un des plus gros chaises en défense. Il a plus joué, il est un petit peu plus agressif sous le panier ces derniers temps que ce qu'on a pu voir notamment dans le début de saison. C'est la bonne équipe si on compare un petit peu au niveau de ses statistiques en termes de chiffres, elles sont moins bonnes que ce que l'on a déjà eu de la part de Joel Embiid. Il a moins de temps de jeu aussi. C'est moins bon au niveau des rebonds, c'est moins bon au niveau de l'adresse, c'est moins bon au niveau des points, au niveau des blocs. Est-ce que ce genre de match peut lui permettre un peu d'être plus régulier dans les performances? Ça montre ce qu'il est capable de faire quand il a envie. Quand il est ciblé, quand il est concentré, quand il a envie de montrer au monde quel genre de joueur il est, oui, il est capable. Et est-il capable sur la longueur et dans la répétition? Ça, il faut voir, dans la longueur et la répétition. Non, je pense pas. Non, pour l'instant, il n'a pas fait. Que ce soit dans l'intérêt des Sixers de continuer, de le forcer à avoir entre 35 et 40 points de moyenne par match, 15 rebonds, 12 contre. Non. C'est pas comme ça que ça se construit. Par contre, ce match-là, c'est un wake-up call. Souvenez-vous juste que Joel Embiid est très bon, qu'il est capable de faire des choses énormes et que quand il a envie de les faire, il est capable de les faire. Encore une fois, face à une équipe où il n'y a personne pour s'opposer à lui. Si tu veux gagner des matchs à l'extérieur, qui était toujours le problème des Sixers jusqu'à maintenant, tu as besoin d'un Embiid à ce niveau-là. Absolument. Tu ne gagneras pas à l'extérieur avec un petit Embiid. Ils envoient un message, les Sixers, avec ce succès? Pour ceux qui avaient oublié que les Sixers étaient bons, oui, possiblement. Mais honnêtement, c'est pas... je suis tout surpris. Pas surprenant? Non. Non plus? Non plus. Bref, ils se sont imposés au TD Garden. Les Celtics ne sont plus invaincus à la maison cette saison. On va revenir quand même sur le début de saison des Celtics, même s'ils ont passé une mauvaise semaine. Avec 3 défaites de suite, les Celtics ont très bien débuté cette saison. On a eu notamment cette série de 10 victoires de suite. L'arrivée de Kemba Walker qui tourne à 23 points, Jason Tatum qui est à 20 points, Jaylen Brown à 19 points. Et ils sont 4e pour l'instant de la conférence Est. Ça débute bien, quand même, cette saison pour les Celtics. À domicile, ça débute très bien, parce que maintenant, quand on voit le bilan à l'extérieur, il n'est pas très bon.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il y a une équipe qui domine, qui caracole en tête de la conférence Est, et que derrière, pour l'instant, ce sont des faire-valoir. Je pense que les Sixers sont toujours la meilleure équipe pour aller chercher Milwaukee potentiellement. Mais après ces deux équipes-là, il y a quand même un trou. Mais effectivement, les Celtics n'étaient pas forcément attendus à si bon niveau, c'est vrai. Ils sont bien installés en haut de la conférence Est. Les erreurs de l'année dernière et les mésaventures de l'année dernière semblent oubliées. Les Celtics ont retrouvé leur identité. On regarde ça avec Peter Anderson. That locker room by the end of the year was a toxic place. The team's attitude this year has been described as happy. This team has played well together since Kyrie left. Kemba might not reach the individual production of Kyrie Irving, but ultimately he's a better fit. Kemba, he's known throughout the league as being a great leader. He's not a ball-dominant guard, which doesn't disrupt the rhythm of Jason Tatum, Gordon Hayward, or Jaylen Brown. That could be the difference between losing and winning. This year, with Kemba Walker at the helm, they have the #1 offense in the league. On les attendait l'année dernière, beaucoup moins cette saison, et pourtant, les Celtics sont-ils en train de se réinventer? La grosse déception de l'élimination en play-off ajoutée au départ de Kyrie aurait pu plonger Boston dans la crise. Mais au contraire, les 6 sont de retour, Kemba est arrivé et la franchise aux 17 titres NBA repart sur de nouvelles bases, saines et solides. I learned some things last year. Yeah, I think we all learned things. I think that I'd be a little bit more careful going into building another team that had such equal depth. Last year we had 8 guys or 9 guys that all thought they were equal to each other. And, nobody just took the job and won it. It makes it much easier for people to accept roles when there is a clear hierarchy. La hiérarchie semble en effet beaucoup plus claire cette saison, mais surtout elle est connue de tous et acceptée. Pour preuve, la très bonne intégration de Kemba Walker et des joueurs autour de lui qui semblent libérés. Serein donc les Celtics, l'alchimie est de retour. We had a lot of young guys that had a lot of success without Gordon and Kyrie. And the guys that had success without those two guys, felt like it was their time for the spotlight. And it just didn't mesh. You can see that joy. We didn't have that last year. Even when we were playing well, we didn't really find the happiness in playing and the joy with playing with one another. So, Kemba was a great fit for us. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Dès le début de saison, Boston avait signé une série de 10 victoires consécutives. Les Celtics bien installés dans le haut de tableau à l'Est et surtout un collectif qui tourne parfaitement. Gordon Hayward a claqué 39 points début novembre. Jaylen Brown réalise pour l'instant la meilleure saison de sa carrière. Même chose pour Jason Tatum, lui qui prend une autre dimension de match en match. They got some ballers, and they got some ballers with heart. And Jason Tatum is ascending. Tatum could be the primary scoring option on a championship caliber team. He's a special player. Un joueur spécial mais âgé de seulement 21 ans au sein d'une équipe toujours jeune et encore très peu expérimentée. Mais aujourd'hui, Kemba porte le maillot vert, Kyrie est oublié et les fans ont retrouvé leur équipe. Oui, Boston va beaucoup mieux, attention tout de même car chez les Seas, une saison, ça peut être long. Et en effet, ça peut être long puisqu'on l'a vu cette semaine avec ces défaites des Celtics. Mais Chris, un mot sur ce début de saison de Boston qui a mal vécu la période Kyrie, qui semble mieux aborder la période Kemba Walker. Oui, de toute façon, la saison des Celtics c'était très compliqué parce qu'il n'y avait pas d'hierarchie. Justement, derrière Kyrie Irving, c'était pas vraiment le meneur qu'il fallait pour cette équipe-là parce qu'il y a tellement de talent dans cette équipe. Beaucoup de monde a besoin de toucher le ballon. Pourquoi c'était pas le bon meneur ? Parce que Kyrie Irving garde le ballon. Il a besoin de ballon tout le temps. Kemba Walker, plus un meneur, il distribue beaucoup plus. Il comprend la nécessité
de faire jouer ses partenaires. Et les Celtics ont retrouvé une confiance, retrouvé un joie de vivre. C'est Dan Ainge qui le dit. On les voyait l'année dernière, ils faisaient tous la gueule, personne n'était content de leur temps de jeu ou quoi que ce soit. Donc, Brad Stevens a trouvé une alchimie et garder le basket historique des Celtics. Il faut quand même comprendre, quand tu prends l'équipe des Celtics, il faut garder ce jeu de transition, de contre-attaque, de collectif en place. On peut parler d'identité retrouvée pour les Celtics ? Oui, probablement. En tout cas, c'est bien mieux. C'est bien mieux foutu cette année que ça l'était l'année dernière. Mais aussi grâce à Kemba Walker, on peut parler de ce qu'a fait bien Brad Stevens, on peut parler de Danny Ainge, on peut parler de plein de choses. Mais c'est plus tout à fait le même Kemba Walker non plus. Vous vous souvenez de Kemba Walker avant ? Parce que lui aussi, dans le mode croqueur, il était quand même super fort. Ses step back, etc. J'oublie que j'ai des partenaires. Et il y en avait beaucoup. Mais Kemba Walker a énormément progressé et surtout fait un petit peu évoluer son jeu de manière à impliquer tout le monde. Il faut dire qu'il y a tellement de monde autour de lui dans cette équipe. C'est ça. Il prouve en tout cas que c'est un meneur super intelligent et qui a effectivement des belles choses à prouver. Seule chose qui leur manque aux Celtics, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est un tronc d'arbre à l'intérieur. C'est un mec qui va être là pour... Comme on disait avec Jacques, mettez un Dédé Drummond là-dedans, ils sont favoris pour le titre. Ni plus ni moins. C'est toujours une jeune équipe, parce que le problème des Celtics, s'il y a problème cette année, c'est les matchs à l'extérieur, c'est le 4e quart-temps, où ils ont laissé les matchs filer parce qu'ils n'ont pas cette tradition de la gagne à l'extérieur encore entre eux, savoir qui prend le shoot quand, quelle manière qu'il faut jouer dans les moments décisifs. Ça, c'est à voir. Les Celtics, pour l'instant, 4e de la conférence Est. Ils vont avoir un petit peu de repos puisqu'ils ne jouent plus que mercredi. Incroyable de voir un planning comme ça pour les Celtics. Ce sera face aux Mavs, face aux Dallas de Luka Doncic. On va en parler de Luka Doncic aujourd'hui. La cucaracha. Mais oui, parce que Luka Doncic est à Mexico. C'était le match à Mexico. Quand tu bois le lot de robinet en Mexique, c'est ça que tu fais. Et tu cours vite. Il y avait plein de tacos pour Doncic hier soir. Ouais, et de l'avocat pour Dédé Drummond. Ouais, c'est ça. On va vous raconter pourquoi il a eu des mésaventures avec l'avocat André Drummond dans un instant tout de suite. Tu ramasses tes feuilles? Ouais, j'y vais. Comment? Si vous l'avez pas toute la journée dans la tête, je n'y comprends rien. On est toujours en direct dans NBA. Ah oui, regardez. Pourquoi est-ce qu'on a mis une petite musique mexicaine? Eh bien parce qu'il fallait sortir les sombreros. Ça va mieux sur Doncic, tu vois. Les Mavs étaient opposés aux Pistons à Mexico City. C'était le match à Mexico comme tous les ans depuis 1992. Il y avait un match au Mexique, c'était le 29e match de l'histoire là-bas. Et donc c'était une belle affiche puisque Luka Doncic s'était déplacé bien sûr et des Pistons un petit peu retrouvés. Donc on avait hâte de voir ce que ça allait donner. Blake Griffin et Luka Doncic se sont exprimés, ont parlé au public, se sont introduits au public. En espagnol. En Spanish, oui. Ouais. Et Luka Doncic, qui a joué au Real Madrid, parle plutôt bien espagnol. Pour lui, ouais. Blake Griffin, c'est pas trop ça, en revanche. Hola México, ¿cómo estáis? Es un placer para nosotros estar aquí. Muchas gracias por el recibimiento y espero que disfruten del juego. Y una cosa más, ¡viva México, güey! Wow. Hola, Mexico. On behalf of the NBA and the Detroit Pistons, we want to thank you guys for your support. We're looking forward to playing this game. Thank you. Évidemment qu'il n'a pas parlé espagnol, mais Griffin, voyons. Allons regarder quand même ce qu'il s'est passé. C'est sympa, non, ce petit Luka Doncic en espagnol? Oui, magnifique. Je le fais en espagnol ou en français? Ah ben en espagnol, bien sûr. Alors ça va pas être possible. J'aurais trouvé ça formidable. Non. Et pas Dwight Powell ici. Et pas non. Tu sais quoi, vas-y si tu... je t'en prie. Non, je maîtrise pas bien. Ah voilà, ça fait la maline, mais jusqu'à un certain point. Ah oui, évidemment. Quand est-ce qu'on parle de Drummond maintenant ou oui, l'avocat, on oublie. Oui, parce que Dédé Drummond a joué. Mais il a failli ne pas jouer. Est-ce que vous savez pourquoi? Vous regardez le résumé pendant ce temps-là que Dallas a gagné. Parce qu'il a bouffé un avocat et il a eu une réaction allergique. Ouais. Et ses yeux coulaient tout seuls. Enfin, ses yeux coulaient. Enfin, t'as compris ce qui coulait de ses yeux. Ça coulait tout seul. Il a failli pas jouer. Parce que, il a remarqué qu'il avait donc un petit souci avec
L'avocat. Ouais, c'est quand même incroyable. Mais incroyable. C'est une mauvaise. Il se passe toujours un truc avec Mexico. Des fois, il y a le barbecue qui prend feu. Tout ça, ouais. Avocat. Et donc, Doncic, il est incroyable. Hein. L'avocat, ça lui a réussi par contre. Ouais, lui, ça a plutôt bien marché. Surtout la défense de zone des Pistons. Ça lui a bien joué, les gars. Voilà. Et comme prévu, les Mavericks prennent le meilleur sur les Pistons avec ce dunk énorme de Kristaps Porzingis sur Dédé Drummond qui n'a peut-être pas vu venir. Et qu'il n'a pas vu venir. Bon, il fait quand même 23-15 Dédé Drummond, mais victoire logique des Mavericks. Donc avec ce très joli bilan de 17 victoires pour 7 défaites. Là aussi, c'est un bilan qui se confirme match après match d'une fantastique équipe de Dallas cette saison. 52 rebonds, c'est bien vu de l'avoir noté. Ça, il y a une belle adresse au shoot également, mais bon, en face, Détroit était clairement plus faible. Surprise là-dedans. Ouais. 30 points pour Seth Curry en sortie de banc également, aux côtés d'un Luka Doncic de nouveau en triple-double. C'est le 8e triple-double cette saison pour Luka Doncic. Cette fois-ci, il a mis 41 points en plus quand même pour le rajouter. Toujours encore et plus fort. Match à plus de 40 points avant 21 ans. Il y a LeBron James, il y a Kevin Durant. Et il y a Luka Doncic, premier joueur de moins de 21 ans, à signer plusieurs triples-doubles à 40 points. Deuxième triple-double à 40 points de sa carrière. On ne sait plus trop quoi dire sur Luka Doncic, si ce n'est l'incroyable régularité qu'il a cette saison. Oui, surtout dans tous les compartiments. Il est toujours présent au niveau du scoring. On voit ça, ce pourcentage d'adresse qui est très bon. Il est pratiquement à 50% à 3 points avec les rebonds, les passes décisives. Mais je dirais la chose la plus importante, c'est qu'il gagne. Ouais. Et c'est ça qui change tout. Parce que joueur statistique, on le sait, on connaît. Mais là, il commence à être vraiment l'élément clé dans toutes les victoires qu'ils ont les Mavericks. Pourquoi c'est si difficile de défendre sur Luka Doncic ? Tu peux essayer, de toute façon, il est tellement fort qu'il va toujours trouver quelque chose. La preuve, avec ce step back, là, etc., il est malin. Il est malin, oui. C'est un joueur qui a un QI basket largement supérieur à la moyenne. Il est ce genre de joueur d'une rareté absolue dans l'histoire. La seule chose qu'on essaye de faire quand tu es un coach, tu te dis mais comment je vais arrêter ce jour-là ? Tu te dis on va le faire physiquement. On essaye de sortir de son rythme parce qu'il a un rythme vraiment mielleux, tout cool. Mais il est tellement malin que dès qu'il sent que la défense se rapproche, il passe parce qu'il a toute la technicité nécessaire pour le faire. On assiste à l'éclosion d'un immense joueur. Il va marquer l'histoire de la Ligue, tout ce qu'on veut. Ouais, on le découvre en NBA, on le savait déjà avant. Maintenant, il ne fait que confirmer, il fait même plus que confirmer. Oui, s'il n'y a pas de problème de blessure dans sa carrière, on est en train de voir peut-être le meilleur joueur européen de l'histoire. Ouais. Les Mavs ont un calendrier un petit peu corsé. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais. Regardez ce qui les attend quand même. Parce que les Mavs, ils vont bien. Kristaps Porzingis aussi, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais se porte plutôt pas mal. Miami, Milwaukee, Boston, Philadelphie, Toronto. Oui, c'est un vrai test, là, parce que ça progresse énormément chez les Mavericks. Ils ont progressé énormément défensivement, parce qu'on parle que de l'attaque. Mais Rick Carlisle, il fait un très bon travail dans la structuration défensive avec les éléments qu'il a, parce qu'il n'a pas beaucoup de très bons défenseurs dans cette équipe. Donc, mais je trouve qu'au niveau d'organisation, c'est pas mal. Non, puis il y a un banc, c'est une belle équipe, c'est bien construit, c'est vraiment une équipe super sympa à regarder jouer, à commenter. On a hâte de les voir en play-off, quoi. On aimerait bien. Ils devraient y aller, Ils vont y aller, et Luka Doncic va aller en play-off et ce serait une régalade. C'est un total régal un peu, vous le savez, de regarder Luka Doncic. Il y aura un autre match à Mexico, ce sera entre les Spurs et les Suns dans les prochains jours. Nous, on va s'intéresser maintenant au match entre les Blazers et les Nuggets. Carmelo Anthony, vous le savez, a passé plusieurs années à Denver. Il aimerait bien d'ailleurs que son maillot soit retiré à Denver, mais pour l'instant, c'est avec les Blazers qu'il était opposé à Nikola Jokic. Ouais, le retour donc. Bon, c'est vrai que. C'est bizarre de voir son maillot retiré à Denver. Il a été plutôt pas mal. Je ne sais pas trop. Honnêtement, je me suis posé la question. Non, mais quand on pense Carmelo Anthony, vous le voyez immédiatement avec la maillot des Nuggets, plutôt avec la maillot des Knicks. Bah oui, je suis bien d'accord avec ça. Il faut s'enregistrer aussi qu'il a le maillot de Portland en ce moment et qu'il joue très bien avec ce double 0. Carmelo Anthony, et c'est un gros match, c'est un très gros match pour les Blazers, parce que eux, c'est pareil, il faut qu'ils aient absolument des victoires références face à de très bonnes équipes, et ça tarde à venir. On sait que les Blazers sont en retard, clairement, en retard de victoire cette saison, et c'est pas avec ce match-là que ça va s'arranger. Tiens, Chris Paul. Alors,
Bah, qu'est-ce qu'il fait là? En visite. Avec Melo. Il était parti voir son pote Carmelo Anthony, bien sûr. Eh oui, 2 membres du Banana Boat. Mais oui. Ah bah voilà. Du Banana Hassan Whiteside, ici les Blazers qui reviennent très bien dans la partie, moins de 3 minutes à jouer. Pas mal ça. Oh bah oui, bien sûr, Miles Plumlee. Et puis ça continue d'artiller à l'extérieur. Jeremy Grant ici. Et ça fait plus 13, Denver. Nous sommes dans le 4e quart-temps et Denver, on va continuer à très bien jouer, notamment de la part de Will Barton. Nikola Jokic ici avec énormément de touchés. Bon, moins de vitesse, mais quand même, et victoire là aussi. Logique et sans problème pour les Nuggets. Et c'est toujours aussi difficile pour Portland. Hassan Whiteside avec ce 33-11. Rien à dire. On sait qu'il y a pas mal de discussions autour de lui. C'est quand même plus embêtant de voir McCollum et Lillard, c'est-à-dire les deux piliers à la base de cette équipe, ne mettent que 28 points à eux deux, quoi. C'est quand même très étrange. Ah, ça commence à faire beaucoup. Ils ont perdu la route, les Blazers. C'est un finaliste quand même de conférence Ouest, là, qui n'arrive pas à trouver un jeu avec Lillard, McCollum. Whiteside, pour l'instant, bon, là, il a fait des chiffres, mais il n'a pas un impact nécessaire pour changer le visage de cette équipe-là. Mais bon, en face aussi, il y a une équipe qui est quand même à 50% à 3 points. 18 sur 36, c'est énorme. Quand Denver est à droit, ils sont très compliqués. Ça va mieux pour les Nuggets qui ont vécu une mauvaise semaine dernière. Les 4 prochains matchs seront importants pour eux. C'est en tout cas ce qu'a confié Nikola Jokic. I think we are fine. I think Felipe and our strength coaches and our training staff are doing a great job of keeping us healthy and ready to play. So just I think just the focus and just mentally be prepared for the game is going to be the key for this homestand. I'm just glad that he's doing okay. I saw that he lost some weight, so I'm really happy for him that he's going to come back and play basketball again. Il parle de Youssouf Nourkic, bien sûr, qui, vous le savez, s'est cassé la jambe l'année dernière. Le joueur des Blazers court de nouveau, en tout cas, on l'a vu, regardez, monter les marches du Pepsi Center et faire un petit training. Et ouais, il les connaît bien, en effet. On l'a vu aussi prendre quelques tirs. Cette fois-ci, c'est dans la salle des Blazers. Et il est en train de reprendre une véritable activité physique, une activité de basketteur, même s'il ne joue pas encore avec opposition. Certains annoncent ce retour aux alentours du mois de février, aux alentours du All-Star Break. Ouais. Ce serait rapide, non? Ouais, c'est peut-être en fonction de ce que vont faire les Blazers aussi dans les semaines à venir. Il y a tellement de choses à travailler chez les Blazers en ce moment. Ouais, un retour mi-février. Oui, c'est vrai que ça paraît un petit peu tôt peut-être. Et encore une fois, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de précipiter quoi que ce soit. Maintenant, la saison est tellement difficile. Après, on fera le point dans 1 mois et demi, 2 mois. On verra où en sont les Blazers. Il y aura peut-être eu des mouvements d'ici là. Ouais, il est vraiment dans les premières étapes, c'est-à-dire courir un petit peu, retrouver des sensations, voyager avec l'équipe pour pas trop écarter de l'équipe. Mais je pense vraiment que ça sera en fonction de leur saison. Si vraiment il n'y a pas de raison de le faire revenir pour finir 12e ou 13e, je ne pense pas qu'ils le feront. Les Cavs étaient opposés aux Spurs. C'est dans l'autre match de la soirée, Kevin Love face à LaMarcus Aldridge. Ah, lui, on va en parler. Ah oui, c'est vrai. Regardez l'attitude ici de Tristan Thompson. Bon, et regardez la réaction du coach au-dessus. Je sais pas trop ce qu'il lui dit, mais pas des choses très sympathiques. Et puis derrière, ça part en contre-attaque. Et Tristan Thompson va marquer. Et là... Time out. Petite discussion, de nouveau, entre Tristan Thompson et son coach. Quand on dit que l'ambiance n'est pas forcément très bonne en ce moment chez les Cavaliers, je dois vous dire que Tristan Thompson, il a mis un moment avant de revenir sur le parquet. C'est compliqué, Oui, ouais. Surtout, il y a un coach quand même qui sort de l'université. Ouais. Il n'a pas l'habitude de voir des joueurs un peu de nonchalant comme ça. Et bon, on leur parlera, mais dans le match, en tout cas, eh bien, il y a avantage San Antonio à 36 secondes de la fin. Il y a plus 3. Déjà, il galère quand même pour taper une équipe de Cleveland que tout le monde bat. Et DeMar DeRozan a la très bonne idée de rater 2 lancers francs en toute fin de match. Bon, non, ils vont pas égaliser avec un panier à 3 points. Ah bah c'est vrai que Kevin Love est nul dans cet exercice. On le sait, tout le monde le sait. Bah tiens, allez, 103 partout. Égalisation, on met quand même la balle de match. Il va sauver le coup, DeMar DeRozan. Ah bah non. T'es bien là, très très bien. Donc, prolongation.
Et en prolongation, eh bien, les Cavaliers vont réussir quand même un petit exploit, une vraie surprise, parce qu'ils vont finir par s'imposer sur le parquet des Spurs. On pensait les Spurs relancer un petit peu ces derniers temps, un petit peu retrouvés. Bien arrivé, il y a un énorme échec. Kevin Love, avec une belle accolade entre Kevin Love et Greg Popovich d'ailleurs en fin de match. Ouais. 30 points, 17 rebonds. Il montre à tout le monde que il est toujours là, il est toujours très très bien là. Kevin Love, tout petit match pour Tristan Thompson qui pourtant jusque-là faisait une très très bonne saison. Maintenant on verra la suite de cette affaire-là. En face, vous avez les stats des Spurs, mais la stat principale, c'est leur bilan. 9 victoires, 15 défaites. Ah ouais, c'est terrible. Ça s'arrange définitivement pas. Terrible pour les Spurs. On peut s'arrêter quand même sur les Cavs qui ont accroché les Rockets, qui s'imposent aujourd'hui face aux Spurs, mais qui en effet ne semblent pas très bien s'entendre avec cette image et cette embrouille entre Tristan Thompson et le coach des Cavs, un peu symptomatique quand même de ce qui se passe en ce moment là-bas. Déjà, quand on voit l'action de Thompson qui ne revient pas en défense, on sait que losing, souvent, ça crée une ambiance un peu compliquée. Et on le connaît, commence à dire on va trader un tel, personne n'est sûr de quoi que ce soit. Donc, encore une fois, avec un coach sorti de l'université de Michigan qui est connu comme un disciplinaire, voir ça veut dire que ça va pas. Ça va pas aller. C'est vrai que Tristan Thompson est intouchable. Pardon. Je voulais qu'on revienne juste sur Kevin Love. On parle beaucoup de Kevin Love et des rumeurs qui circulent autour de lui. Il veut quitter Cleveland et rejoindre un contender. Cette saison, Kevin Love, c'était pas terrible. On va pas se mentir, même s'il prend quand même pas mal de rebonds. Hier soir, c'était bien. Et il a un contrat à 120 millions sur 4 ans. Apparemment, les candidats ne se bousculent pas. Elle aimerait notamment un bon tour de draft pour accompagner Kevin Love. Oui, parce que les Cavaliers sont très gourmands lorsqu'on les appelle pour Kevin Love. Il y a des équipes intéressantes. On sait qu'après, il faut pouvoir le payer. Et ça, c'est tout le problème. Parce que je crois que c'est 3 ans qu'il lui reste sur son contrat, 30 millions l'année. Bon, c'est très, très, très compliqué à gérer. On parlait des Blazers, mais apparemment, donc, les Cavaliers sont en plus de ça très gourmands. Ouais, c'est vrai qu'il a une saison assez curieuse. Kevin Love. Oui, hein. Parce que Tristan Thompson, lui, marquait quasiment autant de points en début de saison que Kevin Love. Ouais. Mais il y a le jeu aussi qui a un petit peu changé visiblement. Bon, ça marche pas des masses. Je sais pas ce qu'il faut faire avec Kevin Love. C'est 31 ans, c'est risqué quand même. Ouais. Puis c'est pas forcément un joueur dans le collectif. C'est un joueur qui va venir, qui a besoin de le ballon, qui a besoin de ses shoots. Qu'est-ce qu'il peut apporter à une franchise ? Des qualités offensives. On sait qu'il ne défend pas un cacahuète, mais des qualités offensives au rebond. Ça a toujours été un joueur pratiquement tout le temps en double-double. Bon, maintenant, il est difficile à caser dans un jeu collectif. C'est très compliqué. Voilà donc pour la nuit dernière et les 4 matchs résumés avec brio par le chef Xavier Wesson. Messieurs, le MVP. Oh, Jojo, allez. Qui ça? Jojo. Qui c'est Jojo? Joel Embiid. Ah, Luka. Luka. Au Gastro Game. Mais attends, 38 points, 12 sur 21, il gagne à Boston, qui était invaincu à domicile, il a perdu que 2 ballons. Ouais, mais si vous voulez, tu connais le basket. Je te remercie. Non, mais je reconnais que vous avez raison. Ah, voilà. Tu peux le redire. Oui, je vais oublier. Bon, c'est bien. Vous aviez raison. Ah, j'adore. C'est bon. Ouais. Je vais en profiter. C'était un top 5 aujourd'hui. 6. Fill up the gas in the SUV. Spent way too much time trying to pick out our tree. The ceiling in his palms, we thought icy. Gotta cut a couple inches off the top to proceed. And now we stringing the lights up. 5 hours later, we stringing the lights up. Listening to Bing Crosby by the fire. Frank Sinatra, Nat King, Cole, Mariah. Turn off that Michael Bublé. Turn on that one movie about the kid who licked the telephone pole on the Blu-ray. Read by the BB gun, stand up all night. It's a wonderful life, now am I right? The collar's puppy, the beard is long, the belly's tubby, but the reindeer are strong as Santa Claus. Oh, Christian Wood laying some wood right there. When I was a kid at Christmas time, didn't go to bed. Dropping an anvil. Pretty play by Cobley. Hein, le contre, il pouvait être numéro 1, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Bref, le programme, ce que l'on va regarder ce week-end sur les antennes de beIN Sport. Je vous rappelle qu'il y aura bien NBA Extra demain à 12h45 et qu'il y aura bien le Sunday Night Live dimanche soir avec Rémi. Les Lakers sont opposés à Miami. Quelle formidable affiche à vivre sur beIN Sport 3 à 1h du matin. With me.
avec toi? Yes. C'est sûr? Ben oui. La ligue n'a pas changé. En tout cas, on va se régaler. Les Bucks seront de leur côté opposé à Memphis. Je vous offre un petit chèque Tillefoul pour bien lancer le week-end. C'est mignon. Ça, c'est mignon, c'est bon. Cadeau. Voilà, c'est esprit de Noël tout ça, moi je vous le dis. Si on peut le lancer, voilà. He shot the fool. What? He shot the fool. What? He shot the fool. What? You got the four best teams in basketball. I wasn't going there, Chuck. Thank you. Number 4, Malik Monk. Malik Monk? A dunk so bad, MJ wants to take the Jumpman logo off of jersey. Vous êtes ouverts, hein, messieurs, avant de dire. Yeah, you missed. Don't look at it. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Vous me dites votre préféré, hein? Ouais, ça, oui. Ouais. Ah oui, je me souviens de ça, le petit tape amical. Prends votre chèque. No one wants to watch the Wizards. Oh. Hey. Oh, my goodness. Oh, that's y'all combining Shaq to the Fool moments like different things. Don't let the facts get in the way of a good story. Ils sont souvent là, Charlotte. C'est vrai, ouais. Number 2. Ah mince. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est dur. The play was nuts right there. Oh, man, he makes it. Man, the Wizards are really. My man Scott Brooks. I feel so bad for my man Scott Brooks. Scott Brooks, I love you. Give me a call. I'll give you a pep talk. We'll give you a job if you do one, too. Oh, my God. Oh, my God. Post office. Number 1. There we go. Ah oui. James, I just took a DNA test. Turns out he's 100% Shaq. Look at this. Look at that. Come on, Bron. Bah oui. I think that was hilarious. Come on, Bron. Je suis pas d'accord. C'est pour les arbitres. C'est pas Shaq. C'est pas le Bron. C'est les arbitres qui sifflent pas. Ah bah oui, c'est les arbitres, oui, on est bien d'accord. Il est parti à pied à la salle, oui. Oh my goodness. Bah voilà, vous n'êtes pas content du cadeau? Ah, on a bien fait de le dire. Je sais pas si c'est un cadeau le dernier. Mais si. Yann Maïmi, on t'embrasse quand même. Et voilà, hein, il était dans ce chèque Tillefoul. Merci messieurs. Thank you, Mary. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Bah demain. Portez-vous bien et bonne journée sur Bibi. Ain't as tall as we thought I see. Gotta cut a couple inches off the top to proceed. And now we stringing the lights up. 5 hours later, we stringing the lights up. Listening to Bing Crosby by the fire. Frank Sinatra, Nat King Cole, Mariah. Turn out that Michael Bublé. Turn on that one movie about the kid who licked the telephone pole on the Blu-ray. Red Ryder, BB Gun, staying up all night.